À toutes et à tous, bienvenue donc au premier salon virtuel de la création reprise d'entreprise. Donc nous, on va vous parler donc de l'aide au choix du statut juridique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pourrez les poser sur le chat, sur questions-réponses. Donc on prendra un petit temps pour y répondre par la suite. Donc je vais me présenter, donc je suis Valérie Trifot, donc je travaille au service entreprendre donc, de la Chambre de commerce et d'industrie. Et je vais donc intervenir donc avec madame. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Madame Baoulé Matou, je suis expert comptable et commissaire de compte. Et on va co-animer cette conférence sur le choix de la meilleure forme juridique. Alors, donc le statut juridique, donc souvent même quand vous en êtes au début de votre projet, c'est quelque chose donc, qui vous pose beaucoup de questions. Mais il faut savoir que le statut juridique, ça intervient donc, sur toute une démarche de création-reprise d'entreprise. Donc, il y a plein d'étapes à passer pour pouvoir avoir toutes les clés et choisir le meilleur statut qui peut nous correspondre. Alors, il faut savoir que ce soit à la chambre de métier ou à la chambre de commerce. Donc, on organise des réunions très fréquentes. Donc, la chambre de métier, c'est toutes les semaines. Nous, c'est tous les 15 jours où on explique un parcours complet de la création d'entreprise, de l'idée au premier mois d'activité. Là, sur ce petit slide donc, qui a été fait par BPI Création, on retrouve donc certaines des étapes. C'est vrai que la principale étape de départ, c'est l'idée. En fonction de l'idée, ce que vous souhaitez faire comme activité, on peut aussi renvoyer par les statuts juridiques. Je prends l'exemple, si vous faites une activité de débit de tabac, ça va être une entreprise individuelle ou une USNC, une société en nom collectif. Donc, ça peut avoir effectivement une incidence sur la réglementation par rapport à l'activité, tout ce qui peut être aussi technique. Après, il y a aussi la capacité financière qui va jouer en jeu, parce que si vous faites une société, peut-être que vous aurez accès à un emprunt un petit peu plus conséquent que si vous êtes sous forme d'entreprise individuelle. Ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire comme activité. Le choix du statut juridique, il peut intervenir surtout quand vous avez déjà rencontré un expert comptable ou que vous avez déjà commencé à faire un prévisionnel financier, parce que c'est des chiffres qui vont pouvoir aider aussi à voir ce que vous souhaitez faire, ce que vous voulez donner comme vision à votre entreprise. Donc, il y a pas mal de choses à faire avant de lancer les opérations, puisque effectivement, le cadre juridique, c'est ce qui va vous permettre de donner le jour à votre entreprise pour pouvoir faire l'activité en toute légalité. Puisqu'à un moment, il faudra passer par la case centre de formalité des entreprises et vous allez donner vie à votre entreprise, à votre activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez choisir un statut juridique aujourd'hui, mais c'est peut-être pas celui-ci qui va vous correspondre tout au long de votre vie d'entrepreneur. Peut-être que par la suite, vous allez évoluer et changer de statut juridique. Alors, comment faire pour choisir son statut juridique? En fin de compte, il y a plein d'éléments qui vont être à prendre en compte et c'est du sur-mesure. Il faut vraiment regarder ce que vous ressentez vous. C'est pas parce que le petit copain a pris tel type de statut juridique par rapport à cette activité, ça va forcément correspondre à ce que vous souhaitez faire vous. Déjà, on va regarder la situation personnelle. Peut-être que le copain qui a prêté le statut, il est célibataire. Peut-être que vous êtes marié. Donc, on va regarder quel est votre régime matrimonial. On va regarder, bien sûr, d'autres éléments. Ça va être la nature de l'activité. Ça va être aussi le degré d'engagement du chef d'entreprise. On va voir s'il y a séparation du patrimoine ou pas. L'importance financière, le juridique, le fiscal. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à un moment, peut-être que vous allez passer par la case banque. Il va falloir avoir un emprunt bancaire. Donc, on va essayer de développer un petit peu ces éléments-là, de voir à quoi il faut réfléchir. Et puis après, on verra avec des outils qui existent. On peut mouliner tout ça en répondant à certaines questions. Et après, on a un tableau qui nous permet de choisir un petit peu plus facilement par rapport à son statut. Alors, donc, on va redécouper un petit peu cette infographie qu'on a vue avant, donc en 6 points qu'on va détailler. Donc, le premier point, on va parler de la volonté de s'associer. Après, on évoquera donc la protection du patrimoine, donc les besoins financiers, si par la suite vous souhaitez accueillir des investisseurs, le fonctionnement de l'entreprise, le régime social et fiscal, et aussi donc la crédibilité vis-à-vis des partenaires. Alors, le premier point, donc la volonté de s'associer, c'est mettre en commun ses compétences, ses connaissances et son carnet d'adresse.
Moi, personnellement, il y a un adage que j'aime bien, c'est vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que combien de fois on a vu des personnes qui s'associent, souvent on dit oh, on se connaît depuis des années, ça s'est toujours bien passé, on ne s'est jamais disputé, etc. Ok, mais le jour où il y a de l'argent en jeu, des fois, c'est pas toujours la même chose. Donc, il faut vraiment être sûr de son associé. Il ne faut pas que son associé, à un moment, il disparaisse dans la nature et qu'on n'arrive pas à l'avoir. Parce qu'à un moment, quand il va falloir y avoir des assemblées, on va avoir besoin de son vote, etc. Donc, c'est vraiment important. Il faut réfléchir avec qui on s'associe. La protection du patrimoine. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes déjà propriétaire d'une maison, d'un appartement, etc. Et vous n'avez pas forcément envie, en cas de problème, qu'on vienne vous saisir vos biens. Donc là, effectivement, le choix du statut juridique va avoir une importance par rapport à votre patrimoine personnel. Si, par exemple, vous choisissez l'entreprise individuelle, donc le dirigeant est responsable sur l'ensemble de ce patrimoine. Donc ça peut faire un petit peu peur. Par contre, il faut quand même noter que sa résidence principale sera protégée. Mais s'il y a des dettes qui sont liées à l'entreprise, il faut faire attention. Des fois, quand on est effectivement propriétaire, on va peut-être se dire, il faut peut-être falloir plutôt que je passe sous une forme de société, parce que ça va permettre de découper mon patrimoine en deux. Alors, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, donc les besoins financiers, peut-être qu'à un moment, il va falloir faire venir des investisseurs pour augmenter votre capital social. Donc, c'est pour ça qu'il est important aussi de faire l'étude prévisionnelle avant le choix du statut juridique, parce que là, on va pouvoir réellement se rendre compte de combien j'ai besoin pour faire mon entreprise. Parce que souvent, on a une idée. Alors, des fois, quand c'est une reprise, c'est un petit peu plus facile parce qu'on a déjà des éléments. Mais là, vous avez la photo de l'entreprise à un instant T. Et du coup, si vous prenez demain, vous avez peut-être envie de faire d'autres choses, faire des modifications, faire des travaux, des embellissements. Et tout ça, c'est un coût financier. Et peut-être, pourquoi pas, rentrer dans des dispositifs d'aide et faire rentrer des investisseurs. Donc ça, c'est important à étudier. Après, vous avez le fonctionnement de l'entreprise. Parce que je sais que souvent, quand on souhaite créer une entreprise, c'est quelque chose qui fait un petit peu peur. Parce qu'on se dit, oulala, l'administratif, il y a peut-être pas mal de choses à faire. Et est-ce que je suis capable ou pas de faire? Est-ce que j'ai besoin d'une formation pour faire tout ça? Et c'est vrai que d'être accompagné par un cabinet comptable ou par un avocat, c'est quand même important parce que vous déléguez un certain nombre de choses et ça permet d'être sûr que ce soit bien fait. Alors, en entreprise individuelle, donc le dirigeant, il est seul. Donc, effectivement, il y a moins, on va dire, de contraintes que une société où il n'y a pas d'AG, etc. Il prend les décisions tout seul, mais par contre, sa responsabilité, elle est quand même assez importante. En parallèle, si on crée une société, donc la personne de la société, le dirigeant, il agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte de la société. Donc là, par contre, du coup, ça va engendrer un formalisme qui est un peu plus important, et notamment avec une autorisation au niveau des associés et des actes qui vont toucher la vie de l'entreprise. Après, il y a aussi toute la partie donc, sociale et fiscale. C'est de se dire, comment va être assujettie mon entreprise? Est-ce que ça va être assujetti à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés? Ce qui est important aussi, c'est de voir pour sa protection sociale au niveau du dirigeant. Est-ce que je vais être assimilé salarié? Est-ce que je vais être non salarié? Donc ça, c'est quand même des incidences aussi sur la vie privée. Donc, petit point important quand même à retenir, c'est que depuis le 1er janvier 2020, donc, tous les travailleurs indépendants, donc, qui relèvent du régime général de la sécurité sociale. Alors, vis-à-vis de la crédibilité aussi par rapport aux partenaires, donc c'est vrai que ça peut être bien d'avoir un capital social qui est un petit peu plus important parce qu'on a l'impression qu'elle est un peu plus étoffée dans la société. Donc ça va être important aussi de vous poser la question par rapport à qui vous allez travailler, parce que ça dépend si c'est des particuliers ou si c'est des sociétés. Le regard n'est pas forcément le même. Alors, on va continuer donc avec le souhait du porteur de... Donc, je vais laisser donc, la parole à Madame Barr. Alors, en fonction, donc, pour illustrer les critères présentés par Valérie, en tant qu'expert comptable, on a un outil de gestion en fait, qui nous permet de montrer au porteur de projet en fait, notre raisonnement pour le conseiller sur la meilleure forme juridique en fonction de son projet. Donc, ces questions sont regroupées en 3 thèmes. Le premier point, c'est vraiment les souhaits du porteur de projet.
C'est-à-dire ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, si on prend un exemple, c'est que la personne souhaite créer son entreprise, mais sous une forme sociétale. Donc, ce sera sous forme de société et pas d'entreprise individuelle. Ensuite, donc, le porteur de projet nous indique ici qu'il ne souhaite pas s'associer, d'accord, que le statut fiscal qu'il va adopter, c'est l'impôt sur les sociétés. En tout cas, nous, on va lui conseiller cette forme fiscale en fonction de la première réponse sur la forme juridique. Donc ici, il nous indique également au niveau social qu'il souhaite être salarié, d'accord, et qu'il souhaite garder la direction effective de l'entreprise et en avoir le contrôle. Une fois qu'on a recueilli ces souhaits du porteur de projet, on va lui poser des questions sur sa situation, d'accord. Donc ici, il ne faut pas être sous le coup d'une incapacité à gérer. D'accord. Donc là, on va regarder en quelque sorte le casier judiciaire très rapidement en recueillant la déclaration du porteur de projet. Donc ici, est-ce qu'il y a des antécédents médicaux? Donc en fonction de la santé du porteur de projet, on ne va pas lui conseiller la même forme juridique. D'accord. Le régime également de prévoyance. Est-ce qu'il souhaite une protection minimale ou une protection familiale? Donc ici, dans l'exemple, on a pris une protection familiale. Est-ce qu'il y a un patrimoine à protéger? D'accord, Valérie vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc ici, il nous indique que oui. Donc rien qu'avec cette réponse, dans notre tête, en tant qu'expert comptable, on se dit, bon, on va lui éviter l'entreprise individuelle parce qu'il y a ce patrimoine qui est déjà existant. Alors, les revenus du foyer est également, donc est-ce qu'ils sont élevés ou pas? Donc, en fonction de la réponse, on n'aura pas le même conseil. La personne nous indique qu'elle n'est pas éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, donc c'est les indemnités du Pôle emploi au niveau du chômage, et que son conjoint n'exercera pas une activité dans l'entreprise. Donc, en fonction de toutes ces réponses, on a un conseil personnalisé à fournir au porteur de projet. Donc, une fois qu'on a recueilli ses souhaits et sa situation, on va regarder le projet, l'activité. Ici, donc, dans cet exemple, l'activité n'est pas réglementée. Par exemple, nous, en tant qu'experts comptables, on a un tableau avec une obligation de s'inscrire. Donc, par exemple, on ne peut pas exercer en tant que micro-entrepreneur. Donc, en fonction de la réponse, c'est ce que je vous dis, tout est personnalisable. Voilà. On ne peut pas juste dire c'est SARL ou c'est SAS. Voilà. On ne peut pas répondre comme ça. Donc, ici, il y a des embauches qui sont prévues et le porteur de projet prévoit plus tard l'entrée de partenaires et prévoit également une forte croissance de son activité. Donc, ici, l'assistant nous donne cette synthèse qui nous permet d'expliquer au chef d'entreprise. Donc, ici, vous voyez, il y a plusieurs formes juridiques. On a l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc, ici, en fonction de ces réponses, le logiciel estime que c'est l'EURL à l'impôt sur les sociétés qui lui correspond. Mais vous voyez ici, il y a des croix rouges. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi le logiciel propose cette forme juridique? Parce qu'en fait, on n'est pas éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, donc il ne va pas toucher les allocations chômage en quelque sorte. Et il a, donc ici au niveau de la protection, vous voyez, il y a une protection minimale. Dans ces deux cas de figure, si on n'a pas besoin d'avoir une bonne couverture, on cotise moins, on peut opter pour l'EURL. Mais en tant qu'expert comptable, dans l'échange, le porteur de projet nous a indiqué qu'il va acquérir peut-être un autre bien immobilier et qu'il souhaite avoir des bulletins de salaire. Donc, dans ce cas-là, même si le logiciel propose l'EURL en fonction des réponses, en tant qu'expert comptable, on va choisir de lui conseiller la SASU, donc Société par action simplifiée unipersonnelle, et qui va lui permettre d'avoir ses bulletins de paye de président tous les mois. Vous voyez? Donc, c'est vraiment le conseil, c'est en tout cas, si vous avez un projet, adressez-vous à un professionnel qui va vous aider, qui va vous accompagner et qui fera les formalités à votre place et qui va vous donner les bons conseils. Donc, l'entreprise individuelle, je vais laisser vous le présenter. On va faire un petit point rapide sur le statut juridique qu'on voit le plus. Donc, on va commencer par l'entreprise individuelle. Comme je disais tout à l'heure, on peut changer de statut tout au cours de la vie de son entreprise, mais c'est vrai que l'entreprise individuelle, c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment. En 2016, 70% des créateurs d'entreprises ont choisi de faire leur activité donc, en entreprise individuelle, dont 51% sous la forme de la micro-entreprise. Donc, on dira deux mots quand même sur la micro-entreprise.
Donc, en entreprise individuelle, donc on en a déjà parlé, donc vous êtes seul. Donc, il n'y a pas de notion de capital. Donc, on parle de notion de capital social. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'argent pour créer une entreprise individuelle, hein, mais il n'y a pas de notion de capital social. Et là, donc, on revient effectivement sur le fait qu'il n'y a pas de séparation donc, entre le patrimoine privé et celui de l'entreprise. Et au niveau du régime social, donc, en entreprise individuelle, on est un travailleur donc, indépendant. Donc, on va dire 2-3 mots donc, sur la micro-entreprise. Hein. Il faut savoir que la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle hein, qui a opté pour le régime fiscal et social de la micro-entreprise. Donc, on parle de petite activité, donc ce n'est pas péjoratif. Hein, ça veut dire que c'est très bien pour lancer son activité donc, très facilement, parce qu'on peut le faire de façon régulière, mais également de façon ponctuelle. Parce que parfois, c'est un tremplin. On est salarié, on a envie de créer une entreprise, mais on n'est pas forcément sûr de son coût, est-ce que ça va fonctionner ou pas. Donc, on peut tester sur ce statut-là, voir si ça fonctionne. Et après, on prend une décision. Soit on dit, bon, bah, je démissionne de mon activité salariée et je peux vivre dans mon entreprise. Soit après, on dit, bah, finalement, j'ai testé, ça ne va pas fonctionner, il vaut mieux que je reste salarié pour le moment. La petite particularité de la micro-entreprise, c'est qu'on va payer ses charges sociales donc en fonction de son chiffre d'affaires. Donc, sur le chiffre d'affaires, on va nous tirer un pourcentage pour payer donc, les charges sociales, l'impôt sur le revenu, pour la formation professionnelle, etc. Alors, on parle de petite entreprise, de simplification. Par contre, il ne faut pas oublier que si c'est une activité réglementée, il faut bien les diplômes qui correspondent. Si je vais vendre sur les marchés, par exemple, il faut ma carte d'engagement. Et puis surtout, il ne faut pas négliger donc l'assurance professionnelle. Donc après, on peut créer tout seul, mais sous forme de société. Donc là, on va passer sur le URL, donc entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc cette fois-ci, on va partir sur ce qu'on appelle une personne morale. Donc là, on va voir la rédaction de statut juridique à faire. C'est quoi pour schématiser? Ça va être des articles de loi, les uns en dessous les autres, et qui vont régir la vie de votre entreprise. Donc, quand on aura un souci, on aura quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les statuts et on va voir ce qui a été prévu à l'intérieur. Donc là, la société elle va avoir un nom, elle va avoir une domiciliation, elle va avoir un minimum en capital social, mais il faut savoir que depuis quelques années, il n'y a pas de minimum, on apporte ce qu'on veut dans son capital social. Et là, cette fois-ci, ça s'appelle EURL, donc responsabilité limitée. Limitée par rapport à quoi? Par rapport à l'apport dans le capital social. Alors, par contre, il faut bien prendre en compte qu'il y a quand même certains cas où on peut passer outre le capital social, notamment s'il y a des fautes de gestion qui sont arrivées. Donc, au niveau du régime social, ça va être comme tout à l'heure, on va être en régime social des indépendants. Tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, mais quand on est en micro-entreprise, pas forcément en entreprise individuelle, mais en micro-entreprise, au niveau de la comptabilité, ça va être simplifié. Par contre, là, dès qu'on passe sous forme de société, donc on va avoir une comptabilité obligatoire en bonne et due forme. On va continuer donc avec les formes sociétales, mais cette fois-ci à plusieurs. Alors, la SARL, la société à responsabilité limitée, c'est comme le URL, sauf qu'on est au moins 2 personnes. Donc, on a cette rédaction des statuts juridiques. On a toujours le siège social, donc l'adresse de la société, le montant au niveau du capital social et avec la responsabilité limitée. Sauf qu'ici, en fait, on a ce statut. C'est ce qu'il disait d'indépendant, travailleur indépendant. On ne peut pas avoir ce fameux bulletin de salaire, en tout cas quand on est travailleur indépendant, gérant majoritaire. Donc, dans la SARL, si on souhaite avoir un bulletin de salaire, il faudra s'associer et avoir le moins de parts dans le capital. Donc, être gérant minoritaire. Voilà. Et comme je vous ai indiqué que c'est comme le URL, donc il faudra une comptabilité complète obligatoire. Alors, la SASU, donc Société par action simplifiée. D'accord? Donc, la différence avec la SARL, c'est que ici, on a le statut de ce qu'on appelle assimilé salarié. Donc, le président va avoir des cotisations sociales plus importantes avec une meilleure couverture, ce qui n'est pas le cas du travailleur indépendant. Il cotise moins, il est moins couvert. S'il souhaite une protection complémentaire, il faut prendre une mutuelle ou une prévoyance à part. Donc ici, dans la société par action simplifiée, l'avantage, c'est qu'on a une liberté dans la rédaction des statuts. En fait, dans la SARL ou dans l'EIRL, on a un cadre juridique, d'accord, et on remplit les cases. Voilà, on ne peut pas modifier le cadre juridique.
Dans la SAS, on discute en fait avec son associé ou ses associés de ce qu'on veut faire. Si demain, par exemple, on souhaite faire entrer quelqu'un, qu'est-ce qu'on décide? Il faudra, par exemple, est-ce que les ascendants, descendants peuvent rentrer dans le capital? Est-ce que le conjoint, les enfants, voilà. C'est vraiment, on discute de ce dont on a envie et on le met dans les statuts. Et c'est les statuts qui vont régir la vie de l'entreprise. Le capital, il est librement fixé par les associés. Et l'autre avantage de la société par action simplifiée, c'est qu'on peut dissocier les droits de vote du nombre de parts. C'est-à-dire, si vous avez des investisseurs, ils vont vous apporter de l'argent, ils vont s'attendre à ce que la société fonctionne et avoir droit à des dividendes, donc bénéficier des résultats de l'entreprise. Mais vous, vous souhaitez être seul à décider dans votre entreprise. Donc, vous pouvez, grâce à cette forme juridique, donc séparer ceux qui ont le droit de vote de ceux qui ont le droit sur le capital, en tout cas sur les résultats futurs. Voilà. Donc, il y a bien une distinction du patrimoine, comme dans la SARL. On a la personnalité morale de la société et nous, en tant que personne physique. Les patrimoines sont séparés. Également, dans la SAS, la responsabilité elle est limitée aux apports. Donc, si vous gérez bien votre entreprise, on ne viendra pas saisir votre bien pour se faire payer voilà, les dettes de l'entreprise. Donc ici, c'est possible également d'exercer la SAS en étant tout seul. Donc c'est ce qu'on appelle la SASU, Société par action simplifiée, unipersonnelle. Le fonctionnement est le même, sauf qu'on est tout seul. Voilà. Et il faut une comptabilité complète, obligatoire. Alors, ce que je vous propose, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, donc il y aura peut-être des questions tout à l'heure, mais vous pouvez aller sur BPI Création. Vous avez le lien, vous allez dans le choix du statut juridique et une infographie qui est bien faite. Donc, c'est une fiche qui est recto verso. D'un côté, vous avez les statuts qui sont proposés quand vous êtes seul et de l'autre côté, quand vous souhaitez créer à plusieurs. Donc, toujours sur BPI Création, donc, je vous invite aussi, il y a un petit test qui est facile, ça prend 2 minutes. Il y a quelques questions. On vous demande si vous voulez créer seul ou à plusieurs. Dans quel but? C'est gagner de l'argent ou dans un but non lucratif. Est-ce qu'il y a des investissements importants? Est-ce qu'il s'agit d'une activité libérale et s'il y a du patrimoine à protéger? Vous validez et ça va vous ressortir peut-être 2 ou 3 statuts qui peuvent correspondre à ce que vous souhaitez faire. Et surtout, ce qui est intéressant, à chaque fois, vous cliquez sur le statut qui vous est conseillé et vous avez plein d'informations complémentaires, les plus, le moins, la transformation, etc. Toujours sous BPI Création, donc vous avez la même chose, vous avez un petit test, mais qui est bien spécifique à la micro-entreprise. Donc, c'est étape par étape, on vous pose des questions, vous répondez par oui ou par non, et à chaque fois, ça vous donne des petits conseils. Donc, c'est très, très bien fait et très simple d'utilisation. Donc, merci de nous avoir écoutés. Donc, vous retrouvez nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, de revenir vers nous. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. On va regarder. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Donc, merci à tous et à toutes.